Avant cet épisode, je suis remonté dans les archives et la première vidéo de Mathieu Delpech sur sa vie de sportif a été publiée il y a 8 ans, donc en 2018. Si on regarde bien, c'est pas celle-ci la plus intéressante. Pour trouver le moment où Mathieu a vraiment commencé à nous ouvrir les portes de ses entraînements, ses courses, etc., bref, sa vie d'athlète, c'était en fait il y a 4 ans, en 2022, pour parler de son ultra montée de Salève. Si je vous parle de ça, c'est pas pour vous présenter Mathieu comme un créateur de contenu en priorité, c'est pas ça que je veux dire. La première casquette de Mathieu Delpech, c'est celle d'athlète professionnel, membre de la Team Brooks depuis 4 ans, avec des performances remarquables, comme sa 2e place au 90 du Mont Blanc ou à Snowdonia. Non, si je vous parle de ces vidéos à Mathieu, c'est parce qu'elles reflètent sa démarche de documentation. La plupart d'entre elles ont pour but d'analyser des prépas, des entraînements, des stratégies nutritionnelles, mais aussi des moments moins plaisants de la vie de tous les sportifs et toutes les sportives, comme les blessures ou les objectifs manqués. Et c'est cette démarche de documentation et d'auto-analyse régulière depuis des années qui m'a donné envie, un peu après les championnats de France de trail 2026, de tendre mon micro à Mathieu pour discuter de son parcours jusqu'ici, de son entraînement, d'où il en est dans sa vie d'athlète professionnel et vers où il se dirige maintenant. Et c'est tout ça que je vous propose dans cette interview. Je m'appelle Cyril Forestier, je suis entraîneur de trail et pratiquant, mais surtout docteur en sciences du sport. Vous êtes dans Courir Mieux, le podcast de trail qui vous aide à progresser grâce à des conseils fiables basés sur la science. Mais dans cet épisode, on va mettre de côté la littérature pour écouter un athlète de haut niveau, Mathieu Delpech. Avant de commencer, je remercie Suunto, partenaire de Courir Mieux pour la saison 3 du podcast. Suunto, c'est cette marque finlandaise vieille de 90 ans dont j'utilise les montres et les écouteurs depuis plus de 2 ans maintenant. Moi, j'utilise surtout la Vertical 2 qui a une autonomie énorme et une carto détaillée très lisible grâce à son écran AMOLED. Depuis leur récente grosse mise à jour, on a aussi des outils comme un champ de données personnalisé sur l'écran carte ou encore une mesure de suivi de la fréquence cardiaque de récupération que je trouve super utile pour suivre sa forme. Vous pouvez découvrir les produits Suunto avec moins 10% grâce aux liens et aux codes présents en description de l'épisode. Et maintenant, place à mon échange avec Mathieu. Salut Mathieu, comment ça va? Salut Cyril, ça va très bien, merci de m'inviter. Surtout merci à toi de me recevoir, alors parce que ton emploi du temps il est chargé, tu es athlète professionnel, donc tu t'entraînes beaucoup, tu gères tes réseaux sociaux, tu fais du contenu, donc en tout cas ce qui laisse paraître sur les réseaux c'est que tu as une vie qui va à 100 à l'heure. Donc merci beaucoup de trouver du temps, tu as peut-être trouvé du temps cette semaine plus facilement parce que j'ai cru que comprendre que tu étais en affûtage pour le Grand Raid du Ventoux, UTMB, c'est ça qui est dans 5 jours au moment où on enregistre? Exactement, ouais, ce week-end, ça va être la 2e course de la saison. On retourne au Ventoux faire le 50 km. Et c'est vrai que j'ai un quotidien qui est assez chargé parce que j'ai volontairement choisi un peu d'avoir cette double casquette. Mais cette année, j'ai quand même aussi fait le choix de plus m'entourer, de plus déléguer. Donc forcément, ça coûte de l'argent aussi de faire bosser des gens autour de moi. Mais c'est quand même un confort aussi d'avoir plus de temps pour dédier à la performance, à la récupération, etc. Et être un petit peu moins tout le temps la tête dans les montages, la tête dans tout ça. Donc j'ai un petit peu plus de temps pour moi et aussi là, dans cette semaine, du temps pour te recevoir. Donc c'était avec plaisir. Avant qu'on commence et qu'on aille vers le sportif que tu es, est-ce que tu es OK pour faire un petit crochet par l'humain qu'il peut y avoir derrière Mathieu Delpech, le sportif? Par exemple, première question, est-ce que tu as une autre passion que le trail que tu pourrais nous partager? Moi j'aime bien la vidéo. C'est quelque chose qui est venu, je pense aussi à travers le sport parce que j'aimais mettre en image tout ça. Mais je me suis passionné au-delà de juste raconter mon sport. Je me suis quand même vraiment passionné pour le montage. Moi, c'est vraiment plus ça, le montage, que la captation. Tout ce qu'on arrive peut faire avec des images brutes, en passant un petit peu de temps sur un logiciel de montage, des effets, tout ça, tout ce qu'il y a derrière, toutes les émotions qu'on peut ajouter, à quel point on peut transformer les images, c'est quelque chose qui me parle. J'aime bien aussi la cuisine, mais après, ça reste quand même globalement tourné autour du sport, mes passions principales, je dois l'avouer. Comme beaucoup de sportifs de haut niveau, en tout cas. J'ai 3 questions généralement qui ont pour but de cerner un petit peu la personne. La première, est-ce que tu as un film ou une série préférée? Non, pas trop. Justement, vu que hier j'ai un minimum préparé, je me suis dit je vais écouter un petit peu. J'ai vu qu'il y avait ces questions pièges et malheureusement j'ai pas trop vraiment d'éléments de cette culture qui sont favoris. J'ai beaucoup de films que j'ai aimés, etc. Mais au point de dire c'est mon film préféré, faudrait que pour moi ce soit une vraie passion, que je connaisse un petit peu l'envers du film, que je connaisse les réalisateurs, etc. Et je suis pas assez sensible à ces pointures pour vraiment identifier. Te dire un film que j'ai vraiment aimé, que j'en sois fier, et c'est un film qui me motive, du coup, je peux pas te donner de nom comme ça. Il y a des choses qui sont plus simples, comme
un dessert préféré, tu vois, vraiment une tarte tatin de ma maman et tout, ça engage moins de trucs, mais pointer vraiment un film ou une musique, j'ai vu que tu demandais ça aussi, et au final, je préfère pas donner de titre précis. Ok, donc j'enlève la question musique ou artiste préféré également. Livre préféré? Est-ce que ça, c'est par contre un élément de culture qui t'anime? Bah non, pas tant. C'est vrai que j'ai lu quand même beaucoup de romans et tout dans ma jeunesse. Après, petit à petit, ces dernières années, mes lectures, ça a quand même été plus des choses éducatives, des choses de vulgarisation, des ouvrages un peu plus scientifiques, un peu plus techniques. Et ouais, il y a quand même des lectures qui m'ont un petit peu marqué. J'avais bien aimé un livre de la nutrition de Julien Vénesson, mais tu vois, je me rappelle plus le titre et j'ai pas vraiment des ouvrages références auxquels je me réfère hyper régulièrement, que je vais relire, etc. Donc c'est plein de choses qui ont formé un petit peu ma culture. D'abord dans l'imaginaire avec, tu vois, j'ai lu les Harry Potter, j'ai bien kiffé aussi des séries comme Cherub, c'est des trucs un peu moins connus, mais j'ai lu plein de trucs grand public quand j'étais plus petit, et ces dernières années des petits trucs un peu plus techniques. Mais pareil, je peux pas vraiment identifier un truc qui m'a marqué, auquel je m'identifie énormément, ou un ouvrage scientifique auquel je me réfère le plus souvent, quoi. Et donc, du coup, si je remplace ces questions par dessert préféré, ce sera la tarte tatin de ta maman? Voilà, là c'est plus simple, c'est plus facile à identifier. Il y avait une petite battle avec le crumble, mais là, je peux dire quand même la tarte tatin est allée au-dessus. Et ça, il n'y a pas de souci parce que je sais ce que met ma maman dedans, je sais ce qu'il y a derrière, je sais les valeurs, je sais l'amour. Et donc, du coup, ça ne me pose pas de souci de nommer ça. On va arriver du coup aux sportifs plus vite que prévu, mais pas de problème. Alors, j'ai fait un petit portrait. Tu seras libre de corriger, de m'arrêter à n'importe quel moment si je dis une bêtise. Voilà ce que je pense qu'on peut retrouver sur ton parcours. Tu es de la Team Brooks depuis 2022, donc ça fait 4 ans avec eux. Tu es également accompagné par d'autres partenaires. J'ai noté NAC au niveau de la nutrition, Coros pour les montres, capteurs vélo, etc. Nutrienco depuis cette année. Julbo, Private Sport Shop et les laboratoires SVR qui sont des produits type crème solaire, Ouais, crème, c'est un etc. laboratoire dermatologique, donc des produits d'hygiène et des produits de santé autour de la peau. Tu es entraîné par Nicolas Martin, tu m'as dit en off depuis 5 ans, 5e saison en tout cas avec lui. Tu as une cote ITRA à 877 et tes meilleures performances, si je ne me trompe pas, elles semblent être plutôt, en tout cas tes cotes les plus élevées semblent être plutôt sur des formats entre 50 et 80 km en résultats notables. Alors j'en ai noté plusieurs dans ta carrière. Déjà ta première course répertoriée, elle est de 2016, Sierzinal Junior. Il y en a peut-être avant, moins connu, mais en tout cas c'est la première qui apparaît, la première qui apparaît dans ITRA. J'ai compté 6 victoires, 4 deuxième places, 6 troisième places. Parmi tout ça, il y a par exemple, dans tes résultats notables, il y a 5e au Templier 2025 où on s'est croisés après une course où tu as fait une très belle gestion, une grosse accélération en fin de course. Je me souviens d'un propos que tu m'as tenu quand je t'ai croisé et que je t'ai encouragé. Je t'ai dit, allez Mathieu, et tu m'as dit, oh là, tranquille, la course n'a pas commencé. Et j'ai réfléchi 2 secondes, je me suis dit, ok, et en fait, tu as montré que effectivement pour toi, la course n'avait pas commencé, elle commençait un peu plus tard. Tu étais déjà venu sur cet événement, sur le 100K, où tu avais fait 4e en 2023, où on s'était aussi croisés. Je suis un des coureurs que tu as doublé juste à la fin, quand tu descendais de la Puncho. Tu fais 2e au 90 du Mont Blanc en 2021 et 2e à Snowdonia, 50 km en 2023, 5e au championnat de France de trail long, mais les mondiaux t'ont un peu moins réussi en 2025. Et j'ai aussi noté 16e à la CCC en 2024. En tout cas, voilà moi ce que j'ai relevé. Est-ce que dans cette histoire, pour toi, j'ai oublié un résultat important qui mérite d'être mentionné? Bon, non, après, c'est sûr que la carrière commence à prendre un petit peu... Enfin, ça fait des années que je cours, donc j'ai fait plein de courses, mais dans les courses marquantes, c'est sûr que tu les as bien citées, celles des dernières années. En 2018, j'avais fait aussi... c'est une première course que j'avais trouvée aboutie sur la scène nationale, où j'avais fait 2e sur le marathon de la Maxi Race. Juste derrière, il était quand même pas si loin, il était quand même assez loin devant, derrière Thibaut Garivier, puis juste devant Baptiste Chassagne. Et donc, à ce moment-là, je pense qu'au départ de la course, j'avais peut-être la 25e cote. Et là, j'avais fini sur le podium, entouré de 2 gars maintenant qui sont vraiment parmi mes références sportives en France. Et donc ça, c'était une première course pour moi sur la scène nationale qui avait été bien réussie. Donc il y a eu ça, mais non, mais globalement, les courses les plus importantes, tu les as bien citées. Je me rends compte qu'il y a une chose qu'on n'a pas encore mentionnée, déjà pour les auditeurs. Quel âge t'as et depuis combien de temps tu cours en fait? Ben là, j'ai 29 ans maintenant et ouais, j'ai vraiment commencé par le trail bien avant les premières courses qui sont référencées sur ITRA. Là, cette course-là, elle a 10 ans, mais en fait, je pense que les premières courses que j'ai faites, c'était il y a plus de 15 ans, mais c'était des petites courses nature dans le Cantal, autour de chez moi, et à l'époque, c'était moins référencé, c'était moins coté, etc. Mais ouais, j'ai fait... ma première course, c'était
Je crois que c'était GT minime 2. J'avais fait un petit faux certif pour pouvoir faire une course qui était un petit peu longue. Mais ouais, ça fait plus de 15 ans maintenant que je cours et ça fait plus de 10 ans que je le fais vraiment avec une démarche de haut niveau, avec une démarche de performance, avec de la réflexion autour de ce que je fais. Mais j'ai commencé sur les petites courses autour de chez moi. Maintenant, il y a plus de 15 ans dans le Cantal. Et une démarche de haut niveau qu'on peut... Alors, tu es un de ces rares athlètes qui le permet, donc je le mentionne, une démarche de haut niveau qu'on peut suivre assez de manière détaillée. Typiquement sur tes réseaux sociaux, je les ai bien parcourus avant pour préparer cet épisode, mais je te suis depuis des années sur YouTube surtout. Moi, c'est comme ça que je t'ai découvert il y a longtemps. Et en fait, ça fait longtemps que tu documentes ton parcours de sportif de haut niveau, de plus en plus haut niveau, avec, je trouve, une grande transparence dans les hauts et les bas sur lesquels on reviendra un peu plus tard. Mais en tout cas, ta démarche de haut niveau, on peut assez facilement voir à quoi elle ressemble aujourd'hui avec en tout cas ce que tu montres sur les réseaux. Tu viens de le mentionner, tu as commencé à courir dans le Cantal. Est-ce que c'est ça ton passé sportif? Tu as commencé par la course à pied direct ou tu as fait autre chose avant? Et si tu as fait autre chose, comment est-ce que tu es arrivé à courir sur les sentiers? Non, j'ai fait plein de trucs et j'ai eu la chance d'avoir toujours des professeurs de PS qui nous ont emmenés faire plein de compétitions de PS de plein de sports différents. Et en club, j'ai fait du hand pendant 10 ans, donc ça, c'est quand même quelque chose qui m'a bien formé parce que c'est un sport qui est assez fédérateur et la sensation de faire partie d'une équipe et tout, c'était trop cool. Donc j'ai fait 10 ans de hand, pareil, j'étais bien investi. Mais en parallèle de ça, tous les mercredis après, on était à l'UNSS pour aller faire du badminton, pour aller faire du VTT, pour aller faire de la course d'orientation. Et donc j'ai eu la chance d'avoir un parcours sportif qui était assez riche, de faire plein de trucs. Et petit à petit, je me suis quand même de plus en plus tourné vers l'outdoor. Et quand je suis arrivé à la fin des années lycée, le hand, je l'ai mis un petit peu de côté parce que j'avais aussi un gabarit qui, techniquement, j'étais toujours assez bon, mais je me prenais des branlées. Franchement, je me faisais défoncer sur le terrain et du coup, j'étais de moins en moins attiré par ce sport. L'équipe de mon club aussi, il y avait un petit peu moins de motivation générale. Donc, petit à petit, je me suis de plus en plus tourné vers l'extérieur. C'est là où je prenais plus de plaisir, là aussi où j'avais plus de talent. Et donc, j'ai continué de faire beaucoup de sport jusqu'à ce que je commence les études supérieures. Et là, je me suis vraiment spécialisé dans la course à pied, dans le trail. Parce qu'en terminale, j'avais fait du coup 2 sélections en équipe de France de course en montagne. Et donc, c'était vraiment c'est les choses qui m'ont mis un petit peu le pied à l'étrier du haut niveau. Je suis rentré dans une équipe aussi l'année suivante. Et donc, le fait de rentrer dans une équipe sportive, de voir qu'il peut y avoir des résultats au niveau national... Donc, à partir de ce moment-là, je me suis plus spécialisé, mais vraiment toute mon adolescence, je pense que c'est quelque chose qui me caractérise et qui est assez aussi important pour le développement des jeunes, c'est d'essayer plein de trucs, de voir ce qui nous plaît. Et moi, je suis passé par là. Tu as mentionné ton parcours dans les études supérieures. Tu as été ingénieur à une période de ta vie, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Ou alors tu as juste fait les études, mais tu n'as jamais exercé? Exactement. Je suis allé jusqu'au diplôme. On peut dire que j'ai fait un peu un taf d'ingénieur pendant 6 mois pendant mon stage de fin d'études. Donc, j'étais chez EDF dans l'hydraulique, dans les innovations, et c'était trop cool, trop passionnant. Mais au moment où j'ai fini mon stage et qu'il y avait des possibilités d'emploi, j'ai décliné parce que ce qui me faisait plus rêver, ce qui me faisait plus vibrer, c'était de me lancer à fond dans cette double démarche de haut niveau sportif et à la fois d'avoir aussi du temps pour, comme tu l'as dit, documenter ça parce que moi, ça me fait plaisir et je sais que c'est quand même un bon coup de pouce pour pouvoir vivre de son sport. Est-ce que dans ta carrière aujourd'hui, qui du coup a commencé, moi j'avais noté 2016, mais du coup même avant, avec tout ce que j'ai raté dans ma préparation de cet épisode, est-ce que tu identifies un virage, un moment où les choses étaient dans une dimension et sont passées à une autre dimension, ou pas spécialement? Moi j'ai noté que tu avais eu quand même un drop dans tes scores ITRA autour de 2018. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose à cette époque-là qui explique que tu es monté en niveau? Ou est-ce qu'il y a autre chose qui vient en tête? La croissance, et 2018, non, il n'y a pas vraiment de trucs hyper identifiables. Mais c'est juste, je pense, les années d'investissement. Et cette année-là, je suis allé un peu sur le circuit de skyrunning international et j'ai eu des performances qui étaient assez bonnes. Et donc, ça m'a permis d'avoir des bons scores. Mais moi, un des premiers virages, c'est quand j'ai fait ma première sélection en équipe de France en junior où, pour moi, c'était des choses qui n'étaient pas du tout imaginables d'être en équipe de France. Et j'étais toujours drivé par ma passion avant. Je faisais ça parce que j'aimais la compétition. Mais jamais je me disais, je pourrais avoir un niveau international. En 2018, je me suis jamais dit que je pouvais en vivre. Je me suis dit, ah ouais, mais quand même, je peux être dans les meilleurs Français. C'était pour moi une surprise à ce championnat de France de faire 4e et que ça m'ouvre les portes de l'équipe de France.
Et donc ça a été un premier virage parce que là, je suis rentré, comme je t'ai dit, dans l'équipe ASICS. J'ai pu côtoyer des gars comme Xavier Thévenard, Benoît Girondel, et forcément, c'est inspirant. Et de faire partie, de partager des moments avec eux, c'était vraiment un premier changement où moi, je m'entraînais tout seul dans le Cantal. Là, je m'entraînais, il y avait des rassemblements avec l'équipe, il y avait des trucs. Je suis allé sur des événements un petit peu nationaux, internationaux. Donc ça fait, on voit. J'ai pu voir une nouvelle facette du sport. Et un deuxième virage, c'était en 2021 où sur le 90 du Mont Blanc, c'était un peu inattendu aussi. Et en sortie de 2 années un peu avec pas beaucoup de compétition à cause du Covid, moi j'ai eu envie de tester le long. Et c'était mon premier vrai ultra. J'avais fait des courses jusqu'à 5-6 heures, mais là c'était plus de 10 heures, donc c'était quand même quelque chose de différent. Je savais pas trop à quoi m'attendre et j'ai eu vraiment des sensations excellentes. Et c'est là où je me suis dit je peux quand même essayer d'aller vers le long. Ça m'attirait trop, mais je voulais toujours faire les choses progressives. À ce moment-là, je me dis, il faut que je me spécialise et je peux même avoir des résultats sur des plateaux. Là, il y avait quand même un plateau d'un niveau international. Il y avait quand même de très beaux athlètes et de faire deuxième sur cette course, c'était inattendu. Et c'est un moment où je me suis dit, ça peut être cool. Deuxième derrière Martin Kahn, non ? Exactement. Ouais, c'est ce que j'ai reçu dans le podcast et où on en avait parlé. Donc, pareil, grande figure du trail français. Donc, comme tu disais, quand tu disais que tu avais un plateau relevé sur la course, Martin devant toi, on voit que c'est pas un athlète lambda. Si je te demande aujourd'hui, ton profil de course, ce serait quoi pour toi, typiquement distance, dénivelé, type de terrain qui semble te correspondre le mieux ? Et en fait, des fois, je me suis quand même posé la question parce que souvent, moi, j'aime à penser que je suis quand même plutôt fait pour la montagne, pour les terrains plutôt verticaux, plutôt techniques. Je n'ai pas trop de capacité naturelle sur le plat. Mais et puis j'aime bien aussi quand il y a plein de paramètres à gérer, quand les distances s'allongent. Donc sur les trails longs, un peu montagneux, comme il y a eu l'an dernier aux France, comme c'était au championnat du monde. Malheureusement, au championnat du monde, j'ai pas pu profiter de la forme que je pensais avoir. Mais c'est plutôt ce type de terrain-là qui m'attire le plus, où je prends du plaisir et où je pense aussi que je peux performer. Mais en fait, ces 3-4 dernières années où il y a eu des moments où il y a eu pas mal de blessures, au final, je me rendais compte que là où je faisais les meilleurs scores, c'était parfois plus sur des formats marathons, donc assez variés. Donc j'aime bien aussi entretenir cette polyvalence. Et c'est aussi ce que j'ai fait cette saison, de ne pas me mettre tout de suite sur un ultra trop tôt dans la saison pour pouvoir faire des formats de 4-5 heures qui obligent à continuer de développer pour moi plus les qualités physio que quand on passe sur des formats au-dessus de 10 heures. Type de format que tu vas explorer cette année, parce que tu m'as dit que tu t'alignais, les courses principales étaient le 90 du Mont Blanc et la CCC, donc la CCC peut-être un peu moins, mais 90 du Mont Blanc, tu as du raid, tu as un peu de technique, donc ça correspond un petit peu à ce que tu viens de décrire, j'ai l'impression. Alors pas sur le format marathon, mais plutôt sur la première partie de ta réponse. Quelques questions pour un peu conclure le profil de sportif que tu es aujourd'hui, un peu comme livre, film, musique préférée, mais cette fois je pense que tu auras les réponses. Si je te demande aujourd'hui quelle est ta paire de chaussures préférée, celle que tu préfères utiliser à l'entraînement ou en course, peu importe. Et moi, celle que je mets quasiment, je pense, 70% de mes sorties maintenant, c'est la nouvelle Cascadia Elite, la nouvelle Super Shoes de Brooks. Et donc, elle est quand même relativement polyvalente. Dans le hyper technique, c'est un petit peu limité parce qu'elle est quand même assez large, assez haute. Et donc, ça pardonne pas trop quand ça part. Mais par contre, les sensations dès qu'on peut dérouler, moi, je commence vraiment à prendre du plaisir avec, et le fait de la mettre beaucoup, me forcer aussi à la mettre dans des terrains techniques pour lesquels elle n'est pas trop faite au début, je me suis vraiment habitué, et c'est vraiment la chaussure que j'utilise le plus, quoi. Est-ce que tu as un aliment en course qui est préféré ou que tu utilises le plus parce que tu trouves que c'est efficace ? Et maintenant, moi, c'est la gamme Boost de Shena, qui est aussi mon partenaire, qui a été lancée l'an dernier. C'est quelque chose qui manquait un peu dans leur gamme, qui était assez large, vraiment une gamme performance centrée sur les glucides, sur des choses qui sont faciles à assimiler. Et c'est vraiment ça que je prends le plus, et que ce soit les gels ou les boissons, je peux pas dire qu'il y en a un que j'utilise plus que l'autre parce que c'est souvent en parallèle. Un aliment en récupération, après une grosse course ou un entraînement que tu adores ? Globalement, après une course objectif, j'ai plus envie de me prendre la tête à réfléchir à la récupération, etc. Et une bonne pizza et une bonne glace, ça fait toujours plaisir. Est-ce que tu as un parcours préféré, un endroit où tu adores aller t'entraîner ? Dans le Cantal, moi j'ai grandi là-bas, et à chaque fois que j'y retourne, franchement, je prends trop de plaisir à courir sur les chemins du Cantal. J'ai une petite boucle qui permet de faire un petit peu tous les sommets au-dessus de 1008. Maintenant, il y a une course qui passe sur beaucoup de ces sentiers qui s'appelle la 4x1008, et c'est un trop beau parcours. S'il y en a qui
ont l'occasion d'aller faire le parcours même en off, parce que les inscriptions maintenant se remplissent assez vite, et ben c'est toujours un plaisir. Et cette boucle qui fait 35 km et 2000 mètres, donc même moi je crois que c'est 30 km et 2000 mètres. On pense que le Cantal c'est vallonné, c'est pas du tout raide, mais il y a moyen de faire du raid. Et j'ai même une boucle un petit peu plus longue qui est trop belle, qui fait 5,40 et 3005 et qui permet d'aller chercher 1 ou 2 sommets en plus qui sont pas sur le parcours de cette course. Et ça, en fait, c'est pas une boucle que je fais hyper souvent parce que elle est quand même dure. Mais par contre, à chaque fois que j'y vais, je prends un plaisir fou et le Cantal, c'est vraiment beau. Ok, ça marche. Tu nous invites à découvrir ce territoire. Un sommet que tu adores? Et moi, je dirais, c'est un sommet qui est sur cette boucle qui s'appelle le Perars, parce que il est pas du tout connu. Dans le Cantal, on connaît un petit peu le plan du Cantal, le Puy Griou, mais le Perars, pour moi, il est tout aussi beau et il mérite il mérite qu'on aille fouler son sommet. Je me permets de rajouter une question juste là au milieu. Tu as l'air de beaucoup aimer ce terrain de jeu, le Cantal d'où tu viens, où tu as commencé à courir, et pourtant tu as déménagé, tu es parti vivre en Autriche. Aujourd'hui, tu es à Annecy. Quand tu es revenu en France, tu es revenu à Annecy, pas dans le Cantal. Est-ce que c'est parce que tu es à la recherche de terrain pour t'entraîner? Est-ce que tu trouves que c'est un peu mieux pour s'entraîner par ici? C'est parce que tu as plus de partenaires de jeu localement? Parce que Annecy, ça regorge d'athlètes de haut niveau? C'est sûr que le Cantal, j'y fais souvent référence et au final, j'y vais plus tant que ça. Mais c'est en termes de terrain de jeu, justement, moi je pense qu'il y a vraiment de quoi s'entraîner pour tout un tas de courses. Il y a un terrain qui est assez varié et donc ça, c'est cool. Mais c'est sûr qu'en termes, par contre, pour la vie plus globalement, il y a moins d'activités, il y a moins d'événements, il y a moins d'effervescence autour du sport que ce que je peux retrouver maintenant à Annecy. Il y a moins de partenaires d'entraînement. Et donc, forcément, c'est plus sympa d'habiter ici quand on veut vivre du trail parce que j'ai des copains pour m'entraîner. Il y a beaucoup plus d'événements, de trucs à faire. Et donc, on est quand même pas mal ici. Et le terrain de jeu, il est quand même aussi vraiment cool. Est-ce que tu as un meilleur souvenir en trail? Meilleur souvenir, j'en ai pas mal, des bons souvenirs, mais 98 Mont Blanc 2021, là, il est temps que je refasse une belle course et que je puisse remplacer cette date. Mais en vrai, cette course, j'ai trop kiffé parce que je m'attendais pas à avoir des cannes comme ça. Je me suis retrouvé à mener la course sur la fin du parcours avant que Martin Kern me rattrape. Mais là, c'était vraiment des sensations de fou. J'avais mon frère et des potes à lui qui m'ont fait l'assistance et de sentir que je partageais ça avec cette équipe. Et c'est vraiment des moments forts. Mais globalement, tout le temps, les meilleurs souvenirs, c'est des moments qui sont partagés. J'ai plein de beaux souvenirs, mais à chaque fois, ils sont décuplés quand je pouvais avoir une équipe autour de moi, quand je pouvais avoir soit mes parents, mon frère ou ma copine au bord du parcours. Tout ça, ça rend toujours les moments plus forts. Je te demande le revers de la médaille. Un pire souvenir en trail? Pire souvenir, c'est le milieu. Là, pour le coup, j'ai un truc un peu plus récent. C'est le milieu de la course au championnat du monde l'an dernier. Là, j'ai vécu un moment qui était vraiment dur parce que j'étais assez confiant sur ma préparation. Je savais que le job, il avait été fait, que normalement, maintenant, il n'y avait plus qu'à courir, à prendre du plaisir. Et je pense qu'il y a eu quand même un petit peu trop de stress qui est venu. Ouais, je pense que j'ai été un petit peu pris par l'enjeu globalement parce que t'arrives 5 jours sur place, t'es avec l'équipe de France. Même si j'avais rien à perdre, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, au niveau digestif, c'est vraiment pas passé alors que j'ai pris les mêmes trucs que d'habitude. Et j'ai eu des douleurs d'estomac qui étaient vraiment atroces. Et moi, j'avais mes proches qui étaient venus là. Je savais qu'il y avait plein de monde qui était venu soutenir l'équipe de France. Et c'était potentiellement un moment où je pouvais me révéler parce que je pense que j'avais fait une très belle prépa. Je m'étais vraiment surpris sur les séances avec l'équipe de France et tout. Et malheureusement, je suis vraiment passé au milieu à côté de ma course. J'ai vraiment souffert et c'est une des seules courses, je pense, où j'ai pleuré pendant la course tellement je souffrais et tellement c'était dur de savoir qu'il y avait des gens qui m'attendaient et tout et qu'au final, je pouvais pas répondre présent pour l'équipe de France, pour mes proches, pour aussi tous mes partenaires. Et heureusement, la course s'est finie sur une note positive puisque après j'ai pu me sentir beaucoup plus utile en attendant Annelise qui était la première fille de l'équipe et en la paysant sur la fin du parcours. Et ça a permis de shifter un peu et de finir vraiment sur une note positive. Et puis au final, de garder ça comme souvenir principal. Mais au milieu de la course, j'étais vraiment dans le mal. Est-ce que c'était ta première sélection en équipe de France, donc pas junior, mais en tant qu'adulte? Exactement. Est-ce que tu penses que ça a joué dans ce que tu as vécu comme stress, pression que tu as pu ressentir là, cette espèce de nouveauté ouais, clairement. Entre guillemets, dans le monde des grands, quoi? Non, mais c'est sûr, j'avais beau me convaincre que j'étais pas stressé, que j'étais confiant, j'étais fier de ma prépa et tout. Mine de rien, il y a quand même l'enjeu qui est là, le fait d'avoir le maillot bleu-blanc-rouge, d'avoir tous les regards tournés vers cette équipe de France qui était comme la favorite, même si c'était pas moi qui était le plus exposé, puisque dans l'équipe, on avait quand même Vincent Bouillard, Baptiste Chassagne, Louison Coiffé et Benjamin Roubiol qui était un peu les leaders. Et moi, je partageais la chambre avec Romain Juégué, on était un peu les deux outsiders qui n'avaient pas de pression, mais on avait aussi les deux qui avons raté notre course, donc mine de rien, je pense que de porter plusieurs fois le maillot de l'équipe de France, ça peut aider à moins ressentir ça.
Dernière question pour clôturer ce profil avant de passer à comment tu t'entraînes. Est-ce que tu as un ou une athlète qui t'inspire particulièrement? Tout à l'heure, tu as dit que tu avais plein de gens qui t'inspiraient. Est-ce que tu peux revenir là-dessus? Là, pour le coup, j'ai aucun souci à nommer un athlète qui m'inspire globalement dans tout ce qu'il fait. C'est pas très original, mais le parcours de Kylian Jornet est... Non seulement il y a tous ces résultats sportifs qui le placent au-dessus de tous les autres athlètes du trail et même plus globalement de sportifs de montagne, quoi. Il est vraiment au-dessus de tout le monde dans sa capacité à courir vite et à être efficace sur tous les terrains et il a une versatilité qui est hors du commun. Et en plus de ça, il y a le personnage, il y a ses engagements, il y a les valeurs qu'il partage, il y a la façon dont il communique. Kylian, c'est le GOAT et je pense que ça va le rester pour un moment et c'est quelqu'un qui m'inspire dans tout ça. Ça va comme réponse. C'est pas besoin de beaucoup justifier, je crois, quand tu mentionnes Kylian. Juste, donc on va passer à comment tu t'entraînes. Tout à l'heure, j'ai mentionné que tu étais entraîné par Nicolas Martin. Tu as aussi mentionné que tu t'étais plus entraîné et puis tu n'as pas que Nicolas autour de toi. Est-ce que tu veux aussi mentionner, c'est des fois plus difficile à trouver quand on prépare une interview, qui sont les autres personnes qui t'accompagnent dans ton parcours sportif? Ouais, c'est sûr que cette équipe a un petit peu changé, mais maintenant j'ai vraiment un staff autour de moi qui est assez stable et je travaille. Nico travaille quand même en étroite collaboration avec Théo Robin qui est mon prépa physique et kiné, et donc il bosse lui pour la structure Cap Prévention. Et donc, c'est lui qui me programme toute la muscu. Dès qu'il y a un petit pépin, il est toujours dispo pour essayer de trouver des solutions. En plus, maintenant que je me suis rapproché, il habite à Aix-les-Bains. Donc, je peux aller le voir assez rapidement. Donc, ça, c'est vraiment les deux avec qui j'échange le plus. Et j'ai aussi, sur les médecins, ça tourne un petit peu. J'ai pas vraiment un médecin attitré, mais je travaille souvent avec Grégoire Dewart, avec aussi Édouard Stavo. Donc, j'ai plusieurs médecins, enfin des médecins, j'en ai plusieurs, mais globalement, ça tourne un petit peu en fonction des dispos. Et puis, j'ai un nutritionniste avec qui j'échange régulièrement. Maintenant, je suis assez rodé, mais c'est Sébastien Diffenbrom. Donc, je suis content aussi qu'il soit dispo dès que j'ai des besoins. Mais ceux avec qui j'échange le plus, c'est Nico et Théo. J'ai fait un petit peu de prépa mentale à une époque. Et à ce moment-là, je pense que j'en avais besoin. J'ai accumulé pas mal d'outils, pas mal de méthodos. Maintenant, je suis plus accompagné, mais j'ai bien rempli mon sac et je pense que c'est des outils que j'utilise encore. Si on revient un peu sur la relation que tu as avec ton coach, avec Nicolas, est-ce que tu as une relation où Nicolas a, entre guillemets, beaucoup de contrôle sur ta préparation? C'est-à-dire c'est très précis ce qu'il te programme et tu suis à la lettre ce qui est fait? Est-ce qu'au contraire, tu es un de ces athlètes qui préfère avoir beaucoup de liberté, il trace des grandes lignes et toi un peu t'évolues au milieu à ta sauce? Comment vous interagissez et évoluez? En fait, ça dépend des périodes et aussi cette relation, elle a évolué au cours des 5-6 années de collaboration et on a tellement partagé avec Nico et je pense qu'on partage beaucoup de points de vue sur plein de choses sur l'entraînement et le fait que lui, il était aussi un ancien athlète, moi, c'est quelque chose qui pour moi a du sens parce qu'il connaît le terrain, il connaît l'entraînement. On a pu vraiment faire des stages où on partageait vraiment les entraînements, où on a pu discuter longuement de techniques d'entraînement, de choses assez pointues. Et maintenant, on se connaît tellement bien et qu'au final, on a besoin de moins en moins communiquer, je pense, parce qu'on voit souvent vite les mêmes choses, on arrive souvent aux mêmes conclusions. Et après, on échange beaucoup sur la structure globale de qu'est-ce qu'on veut travailler à quelle période. Et en fonction des périodes, il y a une programmation qui est plus ou moins précise. Et donc, souvent, quand il y a des moments clés, des périodes de charge, des gros blocs, etc., c'est lui qui va programmer. Et après, il y a toujours une trame, il fait toujours une trame, mais moi, je prends quand même des fois un peu de liberté en fonction des dernières sensations. Après, si j'ai des fois des sensations qui commencent à se dégrader et tout, je lui dis, il est réactif, il active. Donc, ça dépend des périodes, mais vraiment pour les moments clés, moi, j'aime bien suivre aussi, j'aime bien suivre des choses précises parce que ça décharge mentalement, j'ai pas besoin de réfléchir à comment ajuster et tout. Donc, je suis souvent la prépa de Nico et ça se passe bien. Quand même, globalement, la tendance, c'est que j'en enlève plus que j'en ajoute parce que Nico, il sait que j'aime bien être dehors, il sait que j'aime bien l'entraînement. Et par contre, ce qui est bien, c'est qu'il est toujours dispo pour avoir du rétro-contrôle. Il analyse aussi. Donc, des fois, il le fait de lui-même de me dire d'alléger un petit peu. Mais ça arrive jamais que je me dise ah là, il n'y en a pas assez, il faut que je fasse des trucs en plus, quoi. Tu viens de mentionner, si tu sens que tu as une baisse de forme ou un moment qui va un peu moins bien, vous interagissez et tu ajustes. Est-ce qu'aujourd'hui, tu utilises certains outils pour justement suivre cette forme, type questionnaire, VFC ou autre chose? Non, pas trop. Théo, justement, il voulait qu'on soit un petit peu plus précis, qu'on puisse avoir des chiffres, qu'on puisse réfléchir plus pour prendre ces décisions d'ajustement
de la charge. Mais au final, à chaque fois, c'est des choses que je commence à mettre en place et qui, au final, me saoulent. Et toujours, les meilleurs indicateurs, c'est de voir quand même les sensations. Après, j'ai pas trop forcément des outils comme la VFC ou des questionnaires, mais par contre, dès que je fais une séance d'intense, j'ai toujours quand même la tête dans les données pour voir quelle a été ma vitesse ascensionnelle, quelle a été ma puissance sur les intervalles et tout. Et si je vois que les sensations n'étaient pas bonnes et que ça se confirme par des datas qui sont un peu en dessous de ce que j'ai l'habitude de sortir en séance sur des durées proches, c'est là où on va réajuster. Donc j'ai quand même les datas d'entraînement, mais on n'a pas trop de trucs longitudinales pour suivre la fatigue. Je voudrais revenir un peu du coup maintenant sur plus la structure de ton entraînement, par exemple typiquement le volume. Est-ce que le volume d'entraînement, c'est quelque chose que toi tu surveilles? Tu viens de dire que tu avais validé dans tes datas régulièrement. J'ai cru voir sur Strava que tu avais fait 705 heures en 2025. Est-ce que c'est correct? Ouais, c'est un petit peu plus parce que sur Strava, des fois, des fois, j'oublie. Vraiment, les trucs sur lesquels je suis plus assidu, c'est mon carnet Nolio. Et sur Strava, il n'y a pas les muscles. Des fois, il y a 2-3 trucs qui manquent, mais global, c'est un petit peu au-dessus, mais ouais, globalement, les heures d'endurance, c'est autour de 750 heures. Après, un petit peu moins. Ouais, je crois que l'an dernier, de moi, ce que j'ai mesuré, c'était plus 850 heures au total. Donc, mais ouais, globalement, c'est ça. Je suis un petit peu le volume, mais vraiment, les choses que je regarde le plus, c'est la charge mécanique. Parce que les années de blessure m'ont appris que à chaque fois que je faisais des variations un peu trop élevées ou que j'étais un petit peu trop gourmand sur les kilomètres et le dénive par semaine, sur des augmentations trop rapides, ça me faisait, souvent ça m'entraînait des gênes ou des blessures. Et globalement, ouais, je suis quand même le volume. Ce que je fais vraiment attention, c'est les variations de charge mécanique trop brusques. Donc j'ai toujours un œil, même sur les semaines glissantes. Je regarde pas juste d'une semaine sur l'autre, mais je regarde vraiment les 7 derniers jours parce que des fois, ça peut être un peu piégeux. Si on fait un bloc en fin de semaine, le début de la semaine suivante, on se rend pas compte qu'on avait des kilomètres. Donc ça, je regarde bien ça. Et je suis aussi le volume. Et souvent, à partir du moment où je sais que je vais faire plus de kilomètres, à côté, je réduis le volume de sport croisé pour être sûr de mieux assimiler ces kilomètres. Et les grosses semaines d'entraînement, quand je suis en stage, ça va jusqu'à 25-28 heures, mais rarement autour des 30 heures. Et en moyenne, l'an dernier, ce que j'avais sur l'année, c'était 17,5, donc autour du 150 heures. Ok, et du coup, ça veut dire que typiquement, quand tu sors de l'hiver, parce que tu fais un peu de ski de rando, là, je t'ai vu en vélo il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux, tu fais assez gaffe à quand tu transitionnes de ski de rando ou vélo vers la course à pied majoritairement, parce que justement, contrainte mécanique en plus, quoi. Ouais, carrément. Quand je sors l'hiver, j'essaye d'être vraiment... déjà, j'essaye de maintenir une contrainte méca minimum sur tout l'hiver. Et cet hiver, j'ai une petite douleur au tendon d'Achille, donc j'avais prévu de faire un petit peu de plat. Je ne l'ai pas fait parce que je voulais pas faire d'intense à plat pour pas que ça dégénère cette petite douleur. Et du coup, mais par contre, j'essayais vraiment d'avoir une charge méca, d'avoir un kilométrage minimum sur tout l'hiver. Et au moment où la douleur est partie, j'ai vraiment pris le temps d'augmenter progressivement pour arriver vers 100, 110. Pour moi, c'est un rythme de croisière. Sur les blocs, j'aime bien montrer jusqu'à 130, 7, 8000 de dénive. Mais un bon rythme de croisière où je sais que normalement, je peux bien assimiler la charge méca, c'est entre 100, 120 km par semaine et 6000, 7000. Et t'as l'impression que ce volume-là dont tu parles, il a un peu augmenté depuis des années ou c'est un peu le même qu'avant, sauf que maintenant tu le tolères alors qu'avant tu as eu des pépins physiques et tu le tolérais moins? Et ce qui a pas mal changé ces 2 dernières années, c'est que je pense que j'ai un petit peu baissé le volume total au final. Et surtout, j'ai réduit en fait le vélo, etc. Et au profit de la course à pied. Donc j'ai fait moins d'heures, mais dans mon mix, il y a plus de course à pied. Et ça, je pense que c'est quand même vraiment bénéfique pour être un meilleur coureur au final. Ok, c'est intéressant. J'intervenais au STAPS de Montpellier il y a une semaine et tu avais cet effet sur la charge d'entraînement et les blessures. Et au final, ceux qui ont la plus grosse charge à pied sont également ceux qui se blessent le moins. Donc, comme quoi, il y a une relation aussi à quel point tu peux tolérer ta charge sur de la durée parce que si tu veux ne pas te blesser à pied, il faut être à pied régulièrement. En fait, sinon, tu n'es pas adapté mécaniquement. J'ai l'impression que c'est exactement ce que tu disais. Et en fait, ce que je disais, j'ai réduit un peu mon volume, mais en fait, sur l'année, j'arrive sur des totaux qui sont équivalents parce que je suis moins gourmand sur les semaines, mais aussi, vu que je me suis moins blessé, au final, sur l'année, je fais plus d'heures et ça, c'est quand même vraiment bénéfique aussi. Si on parle un peu des intensités, tu viens de dire que tu n'avais pas voulu te faire d'intensité à plat. Est-ce que, de manière générale, tu peux nous dire comment tu travailles tes intensités? Est-ce que tu en travailles toute l'année ou pas? Est-ce que tu vas chercher les intensités les plus hautes, les zones intermédiaires? Comment tu approches tout ça? Et avec Nico, souvent, on travaille quand même... c'est dur de périodiser vraiment sur des périodes hyper longues et on travaille surtout sur la demande du prochain objectif. Et forcément, sur l'hiver où on a plus de temps de réfléchir, de mettre en place des vraies stratégies ou des
des vraies choses un peu plus longues. Là, en début d'hiver, on se pose la question de qu'est-ce qu'on va développer. Cet hiver, on aurait bien aimé faire du plat sur des hautes intensités, mais au final, on l'a pas fait. Et donc, j'ai quand même fait... globalement, là, l'idée sur cette année, c'est de faire... d'essayer de booster le physio sur l'hiver et sur le début du printemps en faisant des objectifs un peu plus courts. Donc, beaucoup de séances de seuil. Au-dessus du seuil, j'aime pas trop parce que souvent, ça me fait vite des tensions. J'aime pas trop faire de la VMA ou de la zone 5 en bosse. J'aime bien rester sur les allures seuil et ça permet déjà de vraiment booster, je pense. Et du coup, c'est ça qu'on a voulu cibler sur le début de l'année. Et après, là, je suis en plus en transition. Enfin, vu que j'ai encore une course là, fin avril, on va encore... j'ai encore développé ça entre ces deux courses. Mais après, l'idée, c'est d'en faire moins, juste de le maintenir avec une séance par semaine, une séance tous les 10 jours assez dure et de faire un gros bloc de volume là avant l'été, bâtonner, aller faire des belles randos courses. Parce que là, ça me manque, les journées rallongent, il fait beau. J'ai envie d'aller borner et j'en ai marre de faire des séances dans le périmètre, le petit chemin d'entraînement référence d'Annecy. Et donc, on va plus faire ça, passer plus sur cet été, sur travailler des choses un peu plus longues. Forcément, il y a des rappels d'intensité avant les objectifs pour être sûr d'être pas mal. Mais voilà un petit peu la structure. L'hiver, j'aime bien... C'est ce que j'ai. Dans un monde idéal, j'aimerais bien l'hiver faire à la fois du volume très basse intensité, vraiment un truc polarisé, faire du ski tout doux et des intensités à pied à plat pour développer ça, développer ma foulée. Là, j'ai pas pu trop faire les intensités à plat, donc j'ai fait aussi des intensités à ski et tout petit peu à vélo sur home trainer. Donc, dans un monde idéal, hyper polarisé l'hiver, ensuite un peu de seuil au printemps, et après l'été des randos courses, et c'est juste de maintenir le niveau physio, quoi. Globalement, quand tu t'entraînes, ça ressemble à quoi une semaine en termes de fréquence d'entraînement, jour off peut-être? Les jours off, j'aime pas trop quand même. Nico, il m'en met de temps en temps, et pour le coup, c'est vrai, c'est le seul moment où je peux en ajouter un petit peu par rapport à ce qu'il me met. Vu qu'il est gourmand des fois sur les gros blocs, il hésite pas non plus à mettre des vraies périodes d'assimilation. Et moi, je préfère un petit peu lisser quand même parce que j'aime bien sortir un minimum. Donc après, je fais un footing de 40 minutes et ça me permet de me sentir mieux et tout. Et globalement, une semaine normale d'entraînement, c'est plus autour des 18-20 heures. Quand je pars en stage ou qu'on cible vraiment des périodes où on va essayer de charger pour essayer de passer des gros blocs ou des caps sur l'endurance et tout, on peut monter jusqu'à 25-30. Mais globalement, sur une semaine normale, je suis pas tant gourmand, j'aime bien entre 15 et 20 heures. Et au niveau il n'y a pas vraiment de structure type d'une semaine. Mais par contre, ce que j'ai changé justement par rapport à il y a peut-être 2-3 ans, j'avais toujours envie de doubler, d'aller faire une récup l'après-midi, même si j'ai fait une séance dure le matin, d'aller ajouter 1h30, 2 heures de vélo. Et ça, c'est vraiment un truc sur lequel j'ai ralenti. Je me dis, si tu as déjà fait une séance dure ou si tu as déjà fait 2 heures de course à pied le matin, est-ce que c'est pertinent de toujours vouloir ajouter du volume ou est-ce que tu vas pas juste mieux récupérer, mieux assimiler tes séances et être meilleur en faisant sauter ça? Donc maintenant, je double un petit peu moins. Je pense que je double encore 1 ou 2 fois par semaine, mais souvent, c'est sur du sport croisé. Soit c'est pour faire de la pré-fatigue en vélo et une séance sur fatigue ensuite à pied, soit une petite récup le soir, mais c'est assez léger. Donc, souvent 6 entraînements, enfin ça dépend vraiment, mais 6-7 entraînements à pied, 2-3 entraînements de vélo. L'hiver, c'est 2 muscu par semaine. Ouais, j'en ai pas parlé dans la programmation aussi, mais l'hiver, on essaye de bien développer la force en muscu. Et l'été, c'est plus 1 fois par semaine, 1 fois tous les 10 jours pour maintenir aussi. J'allais y venir. Alors, il y a plusieurs choses que tu as dit là, sur lesquelles je voulais rebondir. Je vais commencer par quelque chose que tu as dit au début de ta réponse. Tu as dit, des fois, on fait des blocs, des stages de gros volume à 25-30 heures pour passer des caps. Est-ce que ça, c'est des choses qui sont un peu planifiées dans ta saison en disant là, on va quand même mettre un gros morceau pour venir vraiment pousser la base vers le haut, on assimile et en fait là, tu as passé un cap et tu construis la suite de ta préparation là-dessus. Ça t'arrive régulièrement, ça, dans l'année? Ouais, ça, souvent, c'est que quand on a le temps entre 2 périodes de compétition, d'aller cibler un moment où on va vraiment charger. Donc là, je recours pas après le Ventoux Bayou Tempé, justement, pour avoir 2 mois jusqu'au 90 du Mont Blanc. Et au cœur de ces 2 mois, de pouvoir vraiment faire une grosse charge. Et puis après aussi, au cœur de l'été, c'est souvent à ce moment-là, où avant les finales UTMB, où on veut être prêt fin août. Donc ça permet entre fin juillet et peut-être 10-15 août, de faire une période où on charge. Donc l'hiver, j'aime bien être régulier, c'est de faire du volume de façon assez plus régulière. Puis l'été, souvent, il y a un bloc dans le printemps où j'essaye de reprendre un moment pour développer ça et un bloc dans l'été. C'est marrant parce qu'en fait, ce que tu dis là, ça me fait presque penser à ce que ça peut développer comme... alors, tu parles de bloc, je sais pas combien de temps ça dure, mais tu vois, typiquement, l'effet d'un week-end choc sur un athlète, entre guillemets, lambda, ça va être ça, hein, c'est d'un coup sur 2 jours, il prend une énorme charge et puis il passe un cap et puis il est plus capable d'eux. Donc toi, je sais pas combien de temps durent tes caps, est-ce que c'est des blocs, pardon, est-ce que c'est des semaines ou quoi, mais tu vois, ça ressemble un peu à la même logique, entre guillemets.
Juste avant de laisser Mathieu répondre, il faut quand même que je mentionne une autre utilité des Weekend Shock. C'est celle de tester son matériel, valider son organisation, son confort, etc. avant une course. Et du coup, c'est le moment de vous parler d'un partenaire du podcast Courir Mieux pour la saison 3, Compressport. Compressport, c'est une marque née en Suisse en 2008 et ça fait bientôt 20 ans qu'elle réfléchit chaque jour à transformer nos besoins sur le terrain, pendant un trail et un ultra-trail par exemple, en matériel novateur. Et si leurs produits sont aussi aboutis, c'est, je pense, parce que leur process de développement croise des tests dans leur laboratoire et des retours terrain de leurs athlètes et des utilisateurs. Un de leurs produits les plus innovants, et un de mes préférés certainement, c'est leur sac de trail Ultrun Evo 10 Pack. Alors moi j'ai une longue histoire avec ce sac parce que c'est celui que j'utilise le plus dans ses différentes versions depuis 2023. Je le trouve parfaitement pensé pour transporter tout notre matériel sur toutes les distances possibles avec une vraie réflexion sur la stabilité, le confort et l'accessibilité des poches. Sa version 2026 a encore été améliorée avec par exemple un petit serrage au niveau des flasques pour augmenter leur maintien et permettre l'utilisation de différents diamètres de goulot. Et en plus, de Ultrun Evo 10 Pack existe en coloris sombre ou clair pour les conditions chaudes par exemple. En description de l'épisode, vous trouverez un lien vers ce produit et un code promo réservé aux auditeurs de Courir Mieux. Et maintenant, je vous propose d'écouter Mathieu sur ses blocs d'entraînement. Ouais, en fait, souvent c'est des blocs de 2-3 semaines, mais au sein de ces blocs de 2-3 semaines, et c'est aussi 4-5 jours durs, 2 jours faciles. Donc, s'il y a cette logique en macrocycle et aussi en microcycle. Autre chose sur laquelle je voulais revenir, tu as parlé de musculation sur l'hiver. C'est quelque chose qui est nouveau dans ton entraînement. Tu l'as mis en place depuis longtemps. Qu'est-ce que tu fais un peu en muscu? Et là, c'est le 3e hiver où je suis vraiment encadré par Théo et je suis hyper assidu. Et j'ai senti vraiment une évolution dans ma force. Et toujours dans une première partie d'hiver, on refait... Souvent, après la coupure, il ne faut pas reprendre trop vite. Donc, on fait une période de remise en charge sur 2-3 séances. Et après, on fait toujours une dizaine de séances où on va essayer de développer on se concentre vraiment sur la force. Donc, pour moi, c'est des séries de 4-5 reps. Souvent, je fais 3-4 exos à 4-5 reps. Les exos de base, hip thrust, squat, deadlift. Et après, un 4e pour les mollets. Donc, c'est rare que je fasse les 4 exos en même temps dans une séance parce que ça commence à faire beaucoup. Mais on en fait 3 et on fait tourner. Et après, là, ce qu'on a fait un petit peu plus à la fin de l'hiver, petit à petit, on a fait une transition peut-être sur un des trucs un petit peu du monojambe. Donc, pas en bilatéral, mais vraiment pour essayer de mettre un petit peu des composants d'équilibre, de s'approcher plus de la spécificité de la course. Et puis aussi un peu de plio, un peu des séries plus longues aussi quand on approche des compétitions. En termes de sport que tu as mentionné, j'ai noté le vélo, le ski de rando, la course à pied, plat, trail, la muscu. Est-ce que c'est globalement les 4 pratiques que tu réalises ou il y en a d'autres? Et j'ai fait aussi quand même pas mal de ski de fond cet hiver. C'est un sport dans lequel je prends vraiment de plaisir maintenant. J'aime beaucoup faire les skis de fond, mais je pense que c'est un petit peu moins bénéfique pour le trailer que le ski de rando. Mais quand tu as fait 4-5 fois le ski de rando, c'est cool d'alterner, d'aller faire une petite sortie de ski de fond pour changer, pour avoir plus de sensations de glisse. Donc ça, c'est quelque chose que je fais. Mais sinon, non, l'été, vélo. Il y a un tapis de yoga en face de moi. Est-ce que c'est une pratique qui est intégrée aussi dans ton quotidien ou pas? Je crois qu'il n'a pas bougé là depuis... ça fait un mois qu'il est toujours dans le coin de l'appartement. Ok, ça marche. Est-ce que tu as des périodes dans l'année, tu l'as aussi un petit peu dit en amont, je voulais zoomer dessus, des périodes off quasi complètes. Tu as dit qu'en reprenant après une coupure ou quoi, ça veut dire que dans l'année, toi, en tant que sportif, tu arrives à faire des coupures de peut-être une semaine ou 2 où tu fais quasiment rien, c'est ça? Ouais, après mon dernier objectif de la saison ou la dernière course, qui est souvent l'automne, là je coupe vraiment, mais plus d'une semaine après, ça devient compliqué. J'ai envie de sortir, j'ai envie d'être en mouvement. Mais ouais, à ce moment-là, je fais toujours une semaine, 10 jours quasi totalement off. Et après, je prends toujours 2 semaines où là, il n'y a vraiment pas d'entraînement, il n'y a pas de plan d'entraînement, il n'y a pas d'idée de travailler, de cibler des qualités, etc. L'idée, c'est juste de reprendre du plaisir, d'être en mouvement, de faire des trucs aussi plus avec mes proches, ma famille, ma chérie. Et donc, il y a quand même, au total, ça fait presque un mois où je suis déconnecté de la démarche de haut niveau dans l'année. Puis après les objectifs qui sont au cours de la saison, après les courses clés, là, comme après les France, je prends souvent quand même 2-3 jours off aussi. Est-ce que tu as un niveau alimentation? Est-ce que c'est quelque chose que tu suis de manière scrupuleuse, par exemple avec ce que tu as pu avoir avec Sébastien dont tu parlais un peu plus tôt? Est-ce que tu es très attentif à ce que tu manges? Pas tant? Est-ce que tu suis un régime particulier? Mon approche de la nutrition, elle a aussi quand même un peu évolué au cours de ma carrière. J'ai toujours été curieux de la nutrition. Au début, je vais commencer à me poser des questions, mais qu'est-ce qu'il faut manger en course?
parce que j'avais pris sur une course de village une grosse poignée de raisins secs et j'avais eu mal au ventre. Et après, tu te rends compte qu'en fait, il faut aussi réfléchir à ce que tu manges la veille de la course. Et il faut aussi réfléchir à ce que tu manges la semaine avant la course. Et en fait, après, tu te rends compte qu'en fait, c'est ton alimentation au quotidien de tous les jours qui influence ta santé, qui influence tes performances. Et ça, j'ai pris un petit peu cette conscience-là quand j'ai arrivé vers 17-18 ans. Et je me suis mis à énormément me documenter sur la nutrition de la santé, la nutrition de la performance. Et des fois, peut-être un petit peu trop et avoir un petit peu des comportements un petit peu trop cet aliment je vais l'enlever de mon alimentation et je pense que c'est des comportements qui sont pas hyper sains et au final c'est plus bénéfique d'être dans trop de rigueur et j'ai testé beaucoup de trucs et maintenant je pense que j'ai quand même pas mal de connaissances dans ce milieu-là, mais plus tu sais de trucs, plus tu te rends compte que tu sais pas grand-chose au final, je pense, comme dans beaucoup de domaines. Et je me laisse quand même beaucoup guider maintenant par le plaisir, par les sensations. Mais vu que j'ai quand même ces connaissances, je pense que je le fais toujours. De l'œil de certaines personnes, ils pourraient se dire ah ouais, mais tu es vraiment rigoureux, tu fais vraiment attention à ce que tu manges. Et pour moi, c'est plus juste de la logique en termes de santé. C'est aussi des questions d'habitude. J'ai l'habitude de manger des choses très peu transformées, de cuisiner mes trucs et tout. Donc globalement, je fais gaffe, mais par contre. Je suis pas du tout orthorexique dans le sens où si je vais manger une pizza, ça me fait plaisir. Si je suis dehors avec des potes, je suis pas du tout maintenant, je suis plus à exclure des aliments, quoi. Maintenant, ce que je fais plus gaffe sur ma nutrition, c'est de manger assez. Parce que je pense que ça m'a joué des détours. J'ai eu une fracture de fatigue. Enfin, j'en ai même eu 2 dans ma carrière. J'en ai eu une au début de l'année 2024. Et donc, vraiment, le truc actuellement sur lequel je mets le plus le focus, c'est que dès que j'ai des périodes de charge, des périodes où je fais des semaines à plus de 20 heures, je fais attention, c'est rare que je compte mes calories, mais je fais vraiment attention à avoir, après presque me forcer et à manger assez parce que quand on s'entraîne beaucoup, pour moi, c'est un des plus gros enjeux, c'est d'avoir assez d'énergie, donc je fais gaffe à ça. Dans l'alimentation, quand on regarde aussi un petit peu, c'est quelque chose, je sais plus qui avait vulgarisé ça il y a pas longtemps, mais je l'avais vu passer et j'étais vraiment d'accord avec le message. La priorité, c'est quand tu fais des volumes d'entraînement comme ça, la priorité, c'est la quantité et c'est des quantités qui sont difficilement atteignable en fait. Atteindre ces quantités de calories que tu peux avoir dépensées, même si tu t'alimentes super bien pendant l'effort et après, en fait, ça représente des dépenses énergétiques qui sont, tu viens de dire 20-25 heures comme semaine, mais c'est stratosphérique ce que tu as dépensé. Donc à compenser tout ça, ça représente des assiettes qui sont gigantesques. Il faut réussir à passer le cap, à dire j'en ai besoin, quoi, sinon ça tient pas. Clairement, c'est vraiment un des gros enjeux pour moi et on voit tellement de dégâts sur des personnes qui sont sous-alimentées sur des périodes trop longues. En termes énergétiques, je parle. Donc, clairement, c'est quelque chose sur lequel je fais hyper attention maintenant. Mais je fais pas attention qu'à ça aussi. Je prends aussi des compléments pour être sûr surtout la micronutrition, d'avoir mes niveaux. Je fais souvent aussi des prises de sang pour être sûr que j'ai des choses qui soient bien en ordre. Donc, ouais, je suis au final, je dis que je suis assez souple, mais je suis quand même rigoureux sur la quantité. Je suis rigoureux aussi sur la qualité de ce que je mange et sur ma supplémentation. Donc, et puis même ce que je mange aussi en course, la nutrition, pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important. Donc, je réfléchis à plein de trucs, mais c'est des choses qui sont ancrées, qui sont naturelles et qui sont pas un poids pour moi, quoi. Dernière question de cette partie sur comment tu t'entraînes. Quelle est la place, tu as un peu répondu, mais quelle est la place des data dans ton approche? Est-ce que les données de course, tu en as mentionné plein en fait. Tu as mentionné la vitesse ascensionnelle, la puissance, etc. Est-ce que toutes ces données d'entraînement, c'est quelque chose que tu regardes régulièrement, tu les suis, tu fais un comparatif, peut-être même tu as un Excel où tu stockes tout, ou Nolio dans lequel tu stockes tout, ou tu essaies de t'en détacher un peu? C'est quoi ton approche de tout ça? J'ai toujours un œil dessus, mais je m'en détache aussi pas mal. Donc, c'est toujours les sensations qui priment. Mais je suis curieux de l'entraînement, je suis curieux des sciences d'entraînement. Pas au point de lire de la recherche et tout, mais je suis beaucoup de vulgarisation. Je suis curieux de plein de trucs. Et le Nolio, je passe quand même pas mal de temps dessus pour analyser les courbes records, pour analyser les séances. Je regarde toujours les VAP, comment ça fonctionne. Je regarde les vitesses ascensionnelles. Mais bon, comme tout, ça reste des outils. Il faut essayer de les comprendre pour pas s'enfermer dedans et pour reprendre du recul sur ce qu'on peut lire avec. Mais ouais, je suis assez curieux de tout ça. Et je pense que ça se voit aussi dans ce que je partage. Quand je partage un petit peu des choses sur mon entraînement, j'aime bien être précis sur les données. J'aime bien parler de ça. J'aimerais qu'on passe à la partie 3 de cet enregistrement, la dernière partie. Moi, il y a 2-3 points sur lesquels je voulais un peu rezoomer avec toi dans ta carrière avant de conclure. La première, c'est que pendant plusieurs années, tu as été touché, et tu l'as mentionné dans les réponses précédentes, tu as été touché par plusieurs blessures. J'ai noté pendant 4 ans des blessures qui sont venues t'embêter. Je sais pas si c'est correct ou pas. Je ne saurais pas te dire exactement, parce que des blessures, au final, il y en a pour tout le monde, pour toutes les saisons. Mais ouais, j'ai eu souvent c'est vrai qu'entre 2022 et
Ouais, peut-être, je dirais un petit peu moins, parce que ouais, plutôt 3 ans où j'ai pas pu m'aligner sur les objectifs ou des trucs comme ça. Et en fait, on a l'impression que moi, je suis un coureur qui est souvent blessé, donc qui suis souvent blessé, mais c'est sûr que j'ai eu des saisons où j'ai pas pu m'aligner sur les objectifs. Mais la différence avec les autres coureurs, c'est que moi, j'ai pas de problème d'en parler. Et en fait, on s'en rend pas compte quand il y a des coureurs qui sont pas là pendant 3-4 mois et qui communiquent beaucoup moins parce qu'il y a d'autres choses qui viennent prendre l'espace médiatique. Mais moi, je reviens sur l'espace médiatique pour parler de mes blessures et je documente tout ça. Et donc, forcément, on sait que j'ai eu une fracture de fatigue, on sait que j'ai eu une tendinite à l'ischio qui m'a empêché de prendre une départ d'une CCC parce que je l'ai dit, parce que j'en ai parlé, parce que j'ai documenté. Et ouais, c'est sûr que j'ai eu des saisons compliquées, mais je pense que cette vision du coureur blessé, on l'a aussi plus parce que j'en ai parlé, parce que j'ai fait le choix de continuer de parler de tout. Moi, j'ai pas cette vision de toi comme le coureur blessé. J'ai la vision. Non, j'ai la vision juste comme c'est des étapes qui touchent tout le monde, de toute façon. Et je connais aucun coureur ou coureuse qui échappe aux blessures, comme qui échappe aux périodes de méforme. J'ai l'impression que ça fait partie du jeu. Simplement, justement, exactement comme tu l'as dit, moi, ce qui m'intéresse, que je voulais discuter avec toi, c'est que tu l'as documenté et tu sembles en avoir tiré des apprentissages. Et discuter avec des gens de leurs blessures, ça permet peut-être d'éviter qu'elles retombent pour d'autres personnes, quoi. Bon, une de tes blessures, c'était un syndrome de Morton, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc ça, malheureusement, je crois que c'est pas lié à ton entraînement, c'est pas ça qui va le favoriser ou quoi. Mais tu l'as dit, 2 fractures de fatigue, bassin et pied, si je dis pas de bêtises, et blessure aux ischios. Est-ce que ces blessures, déjà, t'as réussi à les mettre derrière toi? Et maintenant, tu arrives à évoluer sans, la page est tournée? Ouais, globalement, le syndrome de Norton, une fois que tu t'es fait opérer, il peut y avoir des récidives, mais globalement, c'est des choses qui après restent derrière. C'est une petite boule nerveuse qui grossit entre les métas et qui fait des décharges électriques, etc. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qui est dû à un entraînement mal géré. Et après, fracture de fatigue, forcément, il y a un déséquilibre quelque part, que ce soit trop d'entraînement ou pas assez d'énergie, pas assez de récupération. Et donc, celle que j'avais fait à la hanche, j'avais fait un hiver un peu trop gourmand, je pense, et je m'étais pas assez alimenté. Donc ça, je suis hyper rigoureux là-dessus. Et les blessures aux ischios, c'est aussi forcément une surcharge quelque part. Et globalement, ce que j'ai vraiment appris tout ça et ce que j'applique maintenant, c'est s'entraîner un petit peu moins, mais avoir plus de continuité. Et ça prend des années avant de réussir à le faire parce que moi, j'aime ça, être dehors, c'est trop cool de s'entraîner, de faire des heures. Et c'est plus dur pour un athlète qui a le temps de ne pas s'entraîner et de rester dans son canapé que d'aller faire des heures dehors. Et c'est ça, en final, qui va réussir à faire qu'on est fort. Donc, les 2 choses auxquelles je fais vraiment gaffe, c'est manger plus. Et là, je fais 65 kilos et je pense que j'ai fait 2-3 années où j'étais plus vers 61-62. Au final, j'ai des meilleures performances, je récupère mieux en étant un petit peu plus lourd. Et donc, ça, c'est quelque chose que je voulais souligner. Et puis, la deuxième chose, c'est pas hésiter à ne pas aller faire une deuxième sortie de récup quand on a déjà fait une sortie qui est dure. Et donc, comme je t'ai dit, le volume, je fais moins de semaines où je suis gourmand, mais vu que j'arrive à avoir plus de continuité, au final, sur l'année, ça s'équilibre. Et donc, quitte à faire moins de sport croisé pour aller chercher des volumes plus faibles, mais faire plus de courses à pied, c'est ça que j'ai ciblé c'est l'an dernier et que je refais là sur ce début de saison et qui a l'air bien marcher. Une question que je me pose, c'est ce que tu viens de dire. Est-ce que ça existe vraiment, la sortie de récup? C'est sûr. En fait, c'est toujours une mini-charge. Oui, c'est sûr. Même si c'est des fois, je comprends l'idée qu'on a, je vais faire tourner les jambes et ça va être agréable, ou je vais faire un peu de vélo, ça va être agréable. C'est pas vraiment de la charge, c'est une récup, mais est-ce que c'est vraiment une récup, tu vois? Enfin bref. Et une petite question que je me pose aussi, c'est est-ce que tu penses que ça pouvait être lié aussi à l'âge, à la charge que tu avais par rapport à l'âge? Tu as parlé un peu de la maturation un peu plus tôt dans l'interview. Est-ce que c'est quelque chose? Je sais que tu as vu différents médecins et ça aussi tu l'avais documenté, dont Marion Delespierre qui t'avait aidé pour ton pied. Est-ce que tu penses qu'il y avait une relation avec l'âge et le temps que ton squelette se consolide? Ou pas spécialement, ça a été mis de côté ces hypothèses? Non, je pense pas parce que globalement, j'ai quand même toujours été progressif dans ma démarche et dans les distances que je voulais faire, dans les charges d'entraînement que je voulais faire. C'est plus la sagesse qui vient avec l'âge que vraiment les côtés physiques, quoi, qui de la croissance ou de la maturation. Et question un peu mentale, tu as mentionné le fait que tu as été accompagné mentalement. Est-ce que c'est dans ces périodes-là que tu as mis en place de la prépa mentale? Parce que c'est pas forcément facile de se relever quand, par exemple, je sais pas, t'as la 3e tendinite qui vient sonner et que ça peut faire super mal. Est-ce que c'est là que t'as mis en place du suivi mental? Est-ce que toi, t'as réussi comment t'as réussi à les dépasser, en fait, ces moments qui sont quand même durs dans la vie d'un athlète? Non, au final, c'était pas forcément lié à ça. Enfin,
J'ai fait une grosse prépa mentale en 2021 dans le 90 du Mont Blanc où j'étais tombé à vélo et genre un mois avant, je pouvais plus plier le genou. Et là, j'ai eu, un peu par un concours de circonstances, c'était Anne Fourier qui m'a accompagné parce que le moment où je suis tombé, elle était là et tout, et c'était au Lioran et j'étais un de ses premiers athlètes et elle m'a bien accompagné pour essayer d'optimiser cette récupération, trouver des outils pour passer outre la frustration de ne pas pouvoir s'entraîner à un mois du 90 du Mont Blanc, et ça s'était trop bien placé. C'était trop bien passé. Après, elle m'a pas mal suivi sur les 2 ans qu'on suivi. Et oui, au moment où il y a des blessures, ça aide beaucoup. Mais je pense pas que ce soit vraiment ça qui m'a aidé à continuer et à garder ma motivation. C'est plus une motivation profonde et une passion vraiment profonde pour ce sport et pour le fait d'être dehors et kiffer ce que je fais. Et j'ai fini par accepter que ça faisait partie de la démarche d'être blessé. Et pour moi, c'est pas du tout une question. En fait, je me suis jamais posé la question. Ouais, là, je me blesse trop ou j'arrive pas à avoir des réussites comme je voudrais, donc je vais arrêter. Ça a toujours été, je suis blessé. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait pour revenir? Allez, on le met en place, on fait des protocoles, on suit les trucs, et toujours cette passion pour le sport vraiment ancrée qui a fait que j'ai continué et je continuerai, quoi. Il y a une chose que tu as dit avant, je viens de me souvenir de ce que je voulais ajouter, j'avais oublié. Récemment, il y a aussi la charge mentale que représente la blessure, qui des fois est supérieure à la charge mentale de l'entraînement lui-même. En tout cas, c'est quelque chose que Cathy Scheid typiquement disait sur les réseaux là, il y a pas très longtemps. Elle disait que pour elle, c'est beaucoup plus une charge mentalement cette blessure, de toujours y penser, faire tes soins, faire voir des médecins, faire des imageries, etc. Que des fois le fait de t'entraîner qui demande moins de charge, et donc il y a pas que la blessure, il y a aussi ce que ça rajoute comme charge. Tu peux peut-être moins t'entraîner, mais pourtant, t'es peut-être même plus stressé, quoi. Ah ouais, carrément. Ces périodes, au final, tu t'entraînes moins, mais tu as tout le temps des trucs à faire entre les examens médicaux, entre tous les protocoles stricts pour essayer d'optimiser la récup. Et au final, ça finit par prendre la tête. Il faut arriver à s'en détacher pour mieux récupérer. Mais si à chaque fois que tu te lèves ou à chaque fois que tu fais des pas, tu ressens une douleur, c'est quand même super dur mentalement. Et c'est des périodes qui sont complexes. Et là, dans ces moments-là, c'est toujours cool d'avoir une activité à côté. Et être 100% pro et dédié que à sa performance et d'être blessé, je pense que c'est dur parce que tu as tout le temps envie d'aller titiller, d'aller faire des exos, d'aller faire des trucs, et au final, je suis pas sûr que ce soit bénéfique. Donc moi, c'est dans ces moments-là où je peux développer un peu d'autres projets vidéo ou faire des choses un peu différentes, passer du temps. C'est un peu dur parce que moi, j'ai plus grand-chose à documenter sur ma démarche sportive de performance, dans le terme performance. J'ai plus des choses à documenter et je réfléchis à comment documenter les retours de blessures, des trucs comme ça, et ça me permet de rester occupé, de penser plus ou moins à autre chose, quoi. Je me permets une mini anecdote personnelle en 2 secondes, mais quand j'ai un syndrome rotulien, qui est un truc que plein d'athlètes ont, et je me souviens des fois me lever la nuit pour pisser, descendre des escaliers et me demander si je le sentais, mon syndrome rotulien ou pas, parce que... Et puis t'es au milieu de la nuit, quoi. Je veux dire, il est 4h du mat, mais pourtant ça te trotte parce que ça t'empêche de courir comme tu voudrais ou de passer du temps, donc des fois ça peut être un peu obsessionnel, quoi, comme tu disais. Si on change 2 secondes de page, alors je reste dans le négatif, désolé, j'ai pas choisi des questions ultra positives. Comment est-ce que tu vis après championnat de France, ou qui était un objectif important pour toi? Là de suite, si je te demande un peu comment ça va et comment ça a été digéré, qu'est-ce que tu réponds? Non, mais globalement, ça va vraiment bien. Moi, ce que j'ai retenu de tout ça, c'est vraiment la forme que j'avais. C'est le bon moment que j'ai partagé avec ma famille, avec ma chérie avant la course. C'est le fait d'avoir été à l'avant de cette course, d'avoir été dans ce groupe de tête où, franchement, les sensations étaient excellentes avant que tout reparte un peu en vrille. Mais globalement, j'avais prévu des vacances avec ma chérie juste après pour déconnecter de la course, etc. Et j'étais vite passé à autre chose. Sauf qu'après, je me suis un petit peu investi dans la défense de notre groupe d'athlètes qui avait été malmené par un communiqué mensonger de l'organisation. Donc j'ai été submergé par les demandes, par les centaines de messages et tout. Et donc, ça a un petit peu gâché les vacances avec ma chérie parce que j'avais trop de sollicitations et elle voyait que j'étais pas là pour pouvoir profiter avec elle. Donc après, globalement, c'est rentré dans l'ordre et je suis vite passé à autre chose. Je suis reparti à l'entraînement, des courses, il y en aura d'autres et tout. Mais c'est sûr que là, il y avait quand même des forts enjeux avec une sélection et ça a été un peu complexe, mais globalement, ça m'a pas pris non plus. À part les 2-3 jours après où il y a eu ces trucs à gérer, je suis vite repassé à autre chose. Je suis revenu parti dans ma démarche d'entraînement. On a repris notre quotidien avec ma chérie à Annecy et tout se passe bien. Je suis dans un cadre où je suis épanoui, donc je vais pas aller ruminer des choses sur lesquelles je peux pas avoir d'impact, quoi.
Est-ce que le Grand Raid Ventoux by UTMB, c'était déjà un objectif que tu avais au calendrier avant les France, ou est-ce que c'est venu après en changeant un peu ton fusil d'épaule? Ouais, c'est déjà quelque chose que j'avais prévu. Alors, c'est pas vraiment un objectif en soi, hein. C'est pas une course sur laquelle j'ai vraiment envie de briller et tout, où je me suis trop investi. Mais il faut faire une qualif UTMB. Ça tombait pas trop mal dans le calendrier. Et donc j'avais déjà prévu d'aller là-bas, de faire ça en début de saison, idéalement, prendre mon ticket. Quoi, comme ça, j'ai ça dans la poche, quel que sera le calendrier de la saison prochaine. Puis maintenant, tous les parcours autour du Ventoux, tu commences à les connaître dans tous les sens. Ouais, bah là, on a bien cartographié, c'est bon, je vais tout reconnaître pour qu'il n'y ait pas de problème. Il y a un autre point, cette fois c'est positif comme question dans cette dernière partie. En te suivant depuis quelques années et en regardant un petit peu ce que tu fais, moi j'avais noté plusieurs prises de position en faveur de l'écologie. En tout cas à une époque, peut-être un petit peu moins ces derniers temps, parce que peut-être que tu as eu moins le temps ou que j'ai raté les informations. Je me souviens que tu avais partagé par exemple des publications de Bon Pote, qui est un média de vulgarisation sur l'écologie globalement. Est-ce que c'est toujours des choses qui te tiennent à cœur, ou est-ce que c'est des choses auxquelles aujourd'hui tu accordes moins d'importance et c'est OK? Et oui, vas-y, je te laisse répondre à ça déjà. Et ben ouais, moi j'ai grandi dans un environnement hyper naturel au cœur du Cantal, dans des territoires hyper préservés. Je pense que ça, c'est un petit peu participé à ma construction et à mes sensibilités. Et après, comme tu as dit, j'ai fait une école d'ingé et moi j'ai étudié spécifiquement l'énergie et l'environnement parce que c'est des sujets qui me tenaient à cœur. Et donc, plus tu en apprends là-dedans, plus c'est déprimant par rapport à l'avenir un peu de notre civilisation. Et forcément, c'est des enjeux qui me touchent. Et moi, je peux pas faire des choses en ayant conscience de ce qui est en train de se jouer au niveau climatique, avoir trop d'actions au quotidien qui iraient contre ces trucs que je pense, qui auraient trop d'impact. Et non, je suis toujours aussi sensible à ces enjeux. Et j'aime bien mettre des touches, en reparler régulièrement. Tu vois, dans ma dernière vidéo du stage au Ventoux, c'est des tout petits trucs, mais je dis, on vient au Ventoux parce qu'on est en France, c'est cool, ça permet d'avoir un stage qui a un impact carbone plus modéré que d'aller faire un stage sur des îles ou des stages où il faudrait prendre l'avion, quoi. Donc, je sais que les gens ne me suivent pas essentiellement pour ça, donc je ne vais pas être monosujet et parler tout le temps d'environnement, mais c'est quelque chose qui, dans mes actions au quotidien, dans ma façon de faire les courses, dans mes choix les courses, j'entends d'aller dans quel supermarché ou dans quel commerce je vais pour acheter mes produits, à qui j'achète mes produits. Et c'est des choses qui guident mes choix au quotidien, mais je ne vais pas parler de ça sur mes réseaux tous les jours. Mais ouais, je suis sensible à ça et j'ai envie d'être aligné avec ce que je crois. Donc, je continue chaque année de partager mon bilan carbone, de faire des trucs comme ça. Donc, ça n'a pas changé. En tout cas, moi, à titre personnel, je te remercie de le faire parce que je trouve que c'est des messages qui sont... T'as une grande visibilité et des personnes comme toi qui prennent position de temps en temps et juste qui rappellent ça ou qui rappellent que, ne serait-ce que l'impact carbone, ça existe. Tu vois, et je pense qu'il y a des personnes qui se rendent pas compte qu'il y a un impact à nos comportements. Je trouve ça intéressant à lire et transparent, etc. Comment tu fais pour gérer, déjà, est-ce que c'est possible d'être athlète pro et à la fois de s'en sortir dans sa carrière en étant le plus responsable possible écologiquement? Il y a forcément des contradictions, hein, parce que le modèle de l'athlète professionnel, c'est d'être une vitrine pour vendre des produits. Donc, globalement, tu es au cœur de la société de consommation et du capitalisme. Mais ça, je suis conscient de ça. Et forcément, il y a des contradictions avec les choses que j'aurais naturellement envie de mettre en avant. Mais le fait d'être un athlète, le fait d'avoir une vitrine, c'est aussi la possibilité de passer des messages. Et j'ai jamais envie de pointer du doigt des gens qui ont moins de sensibilité. J'ai jamais envie de pointer du doigt des comportements qui me dérangent. Mais ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est de partager ma démarche perso, expliquer les choix qui me motivent moi, les raisons pour lesquelles je fais ces choix, et d'expliquer un petit peu les enjeux le plus pédagogiquement possible de ce qu'il y a autour, sans devenir lourd, sans le faire trop souvent et d'être moralisateur. Mais oui, il y a des contradictions et dès qu'on prend les paroles, elles sont pointées du doigt. J'essaye de les minimiser, mais forcément, il y en a. De temps en temps, j'achète du matos. De temps en temps, je fais une course un petit peu plus loin que les autres. J'ai une voiture. Et forcément, je sais que je suis pas parfait. Mais ce que je me dis, c'est que si on attend d'être parfait pour prendre la parole et sensibiliser, essayer qu'il y ait des choses qui se passent, personne ne prend jamais la parole et on continue dans ce modèle qui est vraiment pas viable à long terme pour notre société, quoi. Je te propose, avant de conclure, 3 petites questions de la rubrique Encore plus loin avec Merel. Merel, c'est un partenaire du podcast Courir mieux. On propose aux invités de poser leurs questions, j'en sélectionne, donc ça se passe sur les réseaux sociaux. La première que j'ai sélectionnée dans cette rubrique, c'était est-ce que tu regrettes l'Autriche et pourquoi le retour en France? Non, je regrette pas l'Autriche, mais je dois avouer un truc, c'est que le terrain de jeu à Innsbruck, il était incroyable. Il était mieux qu'à Annecy
Et franchement, Innsbruck, pour moi, c'est un des meilleurs endroits du monde pour s'entraîner pour le trail en termes de terrain de jeu. Tout est accessible hyper facilement. Il y a beaucoup de diversité, c'est trop bien. Mais quand tu es français, que tu as ta famille en France, que tu évolues plus même dans l'écosystème médiatique, dans les trucs français, ben, tu te freines un petit peu de ce côté-là en étant en Autriche. Et donc, j'étais allé là-bas pour une relation perso. Et au final, cette relation, elle a pris fin. Et j'étais bien là-bas pour m'entraîner. Mais c'est moins de sens pour moi de rester là-bas. Donc, je suis rentré. Et maintenant, je suis hyper épanoui ici. Et je n'imagine pas du tout retourner là-bas. J'ai trouvé un équilibre qui me convient trop bien ici à Annecy. Je suis trop heureux. Et donc tout roule ici. Et c'est sûr qu'il y a aussi un beau terrain d'entraînement. Il y a une belle vie culturelle. Il y a toutes les marques aussi autour du sport qui sont là. Beaucoup d'événements qui sont là. Donc, je suis bien ici, que ce soit pour l'entraînement, pour mon épanouissement au niveau perso et pour le développement aussi de toute la démarche entrepreneuriale autour du projet sportif. La deuxième question, c'était on t'a rarement vu sur des formats skyrunning alors que tu sembles à l'aise dans le technique. Pourquoi? Est-ce que c'est des choses que tu as envie d'essayer, un de ces quatre? J'ai quand même fait 2-3 saisons qui étaient tournées là-dessus. 2018, 2019, un peu en 2017 aussi. Là, j'ai essayé d'aller sur le circuit Coupe du Monde. J'avais fait mais la meilleure place que j'ai fait, je crois que c'était 6e à Zermatt. Mais je suis à l'aise dans le technique, dans une certaine mesure quand même, quand je vois les vrais techniciens comme Mérias ou Fred Tranchant ou des malades de la descente. Là, tu te rends compte que tu as vraiment un gap. Je suis à l'aise dans le technique. C'est pour un ultra-trailer, je pense que je suis capable de passer partout aux vitesses qu'il faut pour faire l'ultra-trail. Mais pas au point d'être parmi les meilleurs skyrunners. Et là, sur ce circuit-là, c'est quand même des capacités. Il faut à la fois avoir un gros moteur et des capacités techniques extrêmes. Et c'est aussi un choix stratégique. Moi, je pense que je prendrais du plaisir sur ces courses, mais aller faire autour de la 10e place toute une saison comme ça, et pour en vivre de ça, tu deviens invisible, quoi. Donc, il y a aussi dans le choix des courses, des choix plus globaux, des choix qui dépassent juste les enjeux purement sportifs. Et on peut pas tout faire. Et quand tu cibles plutôt, là j'ai envie de cibler encore une saison des trails longs, donc 90 Mont-Blanc CCC. Si tu t'éparpilles trop, après c'est plus compliqué. Et donc j'ai envie de me spécialiser là-dedans. Mais le skyrunning, j'en ai fait, j'ai trop kiffé. Et c'était une étape pour moi pour aussi aller passer à autre chose et aller faire des choses plus longues qui m'ont toujours attiré. Et de manière générale, le circuit skyrunning est également moins médiatisé tout court. C'est-à-dire que si tu veux en vivre, effectivement, même si t'es le premier, en dehors du fait d'être le 10e, j'ai l'impression que même si t'es le premier, il n'y a pas la même attention médiatique que c'était le premier du 90 du Mont-Blanc, par exemple. Bah ouais, mais c'est clair. Dernière question, c'est moi qui l'ai rajouté celle-là. Est-ce que tu penses qu'Antoine, il arrivera à choper ton com ou c'est définitivement mort? Non, mais là, j'ai allé mettre un arbre au milieu, comme ça c'est terminé, on n'en parle plus. Non, le com du périmètre, belle question. En tout cas, c'est une belle émulation et chouette à tous les auditeurs qui ont un bon moteur sur une dizaine de minutes d'aller nous défier un peu les coureurs en montagne qui viennent à Annecy poser une marque, parce que là, c'est ridicule, 2 ultra-trailers qui essayent de se battre dans cette montée, mais je vous souhaite de le reprendre et en tout cas, il est là pour ça. Il y a Fred qui habite pas très loin d'ici. Faut pas trop lancer non plus le sujet parce que Fred, ça risque d'être plus son cheval, ce genre de côte. Ouais, puis il y en a d'autres. Thomas Butès, Pierre Galbourdin, il y en a des gars qui peuvent aller nous titiller. Je te propose 3 questions pour conclure, avant de te garder pour la partie Patreon. La première, est-ce que tu as un objectif à long terme, quelque chose qui te fait rêver? Non, globalement, j'ai envie d'aller courir sur l'UTMB, mais c'est pas non plus mon goal ultime. Mon goal ultime, c'est de continuer d'être épanoui, de faire des choses qui font du sens pour moi. Et c'est... non, j'ai pas vraiment de course. Si quand même l'UTMB, j'ai quand même envie de la faire pour tout ce que ça représente. C'est que ça qui... En 2015, quand j'ai suivi la course et que tu vois Xavier Thévenard qui gagnait tout, c'est là je me suis dit, ah ouais, mais j'ai envie de faire la même chose, quoi. Donc, et au final, ça fait 10 ans, je n'ai toujours pas tenté le truc. Donc, d'ici 1 an ou 2, je pense que petit à petit, j'ai quand même envie de tenter le 100 miles, même si pour moi, ce n'est pas une finalité sportive. J'ai envie d'essayer, j'ai envie de voir ce que ça peut donner et j'ai envie de tester l'UTMB. Est-ce que tu as un conseil ou un message que tu aimerais que les auditeurs et auditrices retiennent de Mathieu Delpech? Ah mince, je n'avais pas préparé celle-là. Globalement, suivez votre passion, quoi. Moi, c'est ça qui m'a guidé sur. J'étais un petit jeune qui pensait pas du tout pouvoir être bon, mais j'aimais m'entraîner, j'aimais courir dehors, et c'est la passion qui a fait que j'ai pu faire une sélection en équipe de France junior petit à petit. Toutes les fois où je me suis blessé, je me suis jamais posé la question est-ce que je vais arrêter, etc. Parce que
j'ai trouvé un truc qui me passionnait, j'ai trouvé un truc qui me faisait vibrer. Donc, tentez plein de trucs, essayez plein de choses et faites ce qui vous fait vibrer, quoi. Dernière question, je sais pas si celle-là tu l'as préparée. Il faut savoir que j'envoie rarement les questions aux invités en amont parce que j'avais décidé de privilégier la spontanéité. Donc des fois, Mathieu il se fait avoir par des questions même s'il a bûché une interview avant que je vienne. Dernière question de Margot. Pour conclure, qu'est-ce qui fait de toi l'athlète que tu es aujourd'hui ? Ça, c'est une bonne question. Et je me suis déjà posé la question parce que j'écoute beaucoup le podcast Free Trail de Dylan Bowman et souvent il aime bien ouvrir par cette question. Et je pense que forcément c'est un ensemble de choses, mais ce qui fait que je suis moi aujourd'hui, c'est un petit peu, je pense, là où j'ai grandi, le Cantal, et ça, il y a plein de sensibilités autour de ça. Et c'est aussi un petit peu ma formation d'ingénieur, elle m'influence quand même beaucoup dans ma façon de réfléchir, d'aborder les choses. Donc c'est un mix de la sensibilité du petit Cantalou et de la rigueur de ma formation d'ingénieur. Merci beaucoup Mathieu, c'était très cool de t'écouter. Avec plaisir. Voilà, c'est tout pour mon échange avec Mathieu Delpech. Tout d'abord, je remercie Fort Endurance, partenaire de la saison 3 du podcast Courir Mieux. Fort Endurance propose de nombreux produits de qualité pour les athlètes d'endurance et la plupart sont composés en accord avec la littérature scientifique et c'est pour ça que je les ai choisis. Récemment, Fort Endurance a lancé sa nouvelle gamme de boissons, gels et barres d'effort, la gamme 2-1. Comme son nom l'indique, c'est une gamme composée avec un ratio glucose-fructose de 2-1 qui est particulièrement adapté pour les apports entre 60 et 90 grammes par heure. Chaque dose dans cette gamme propose 30 grammes de glucides et 100 mg de sodium. Et le gros avantage de cette gamme de 1, c'est qu'elle contient juste un peu de fructose. Elle est donc peu sucrée en bouche. Dans cette logique, les arômes sont également légers et les gels sont bien dilués. Donc en fait, tout est pensé pour favoriser les apports sur la durée, sans lassitude, sans écœurement, même à 90 grammes par heure. Pour découvrir cette gamme, rendez-vous en description de l'épisode où vous trouverez un lien et un code vous permettant de bénéficier de moins 10% chez Fort Endurance. Je remercie également sincèrement les 3 autres partenaires de cette saison 3, Compressport, Merrell et Suunto. En description, vous trouverez des codes promo pour chacun d'entre eux. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez rejoindre le Patreon de Courir Mieux pour avoir accès, entre autres, à mon échange exclusif avec Mathieu. On y parle de son entraînement préféré, de son équilibre entre athlète de haut niveau et créateur de contenu, de Cerzinal et de bien d'autres choses. Tous les contenus exclusifs réservés aux abonnés Patreon, dont cet enregistrement, sont disponibles avec un abonnement à 7 € par mois et 6 € par mois avec un abonnement annuel. Si ça vous intéresse, le lien est en description. On se retrouve la semaine prochaine pour un Scientific Day partie 1 où on va parler des compléments et suppléments nutritionnels qui peuvent parfois, selon le contexte, selon les individus, vous aider dans votre démarche d'entraînement, de performance et de récupération. Je vous dis donc à très vite pour un nouvel épisode.